La Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris a souhaité, bien sûr, dans cette année de commémoration, à la mémoire de nos anciens, nos vieux Calédoniens, vieux Caldoches, vieux Kanaks qui se sont investis et engagés, même dès la première heure, je pense à la Seconde Guerre mondiale, avec le rattachement à la France libre du général de Gaulle. Ces néo-calédoniens qui, dès la Première Guerre mondiale, sont partis sur les fronts dans le nord de la France, par exemple Verdun, Belgique, et qui sont fort méconnus. Ces vieux qui ont participé au bataillon du Pacifique, qui ont participé au débarquement de Provence, à Bir Hakeim. Ces vieux sont morts parfois, ils sont revenus aussi souvent, mais néanmoins ils ont souffert. Et leur mémoire aujourd'hui doit être sauvegardée, honorée, parce que si nous sommes libres aujourd'hui, c'est grâce à leur courage. Donc ces vieux Kanaks, ces vieux Caldoches, je souhaitais pour ma part qu'on puisse se souvenir d'eux. Il en existe encore qui sont vivants à Nouméa ou en Nouvelle-Calédonie. Il y en a une dizaine qui sont ici. J'ai souhaité les afficher pour les mettre à l'honneur ce soir. Je suis particulièrement ému parce que je reconnais mon grand-père paternel et puis d'autres qui sont venus il y a encore quelques années. Je les accueillais ici. Je pense à Victor Neugy, par exemple, qui est toujours là. Ce sont des gens qui ont entre 95, 96, 97 ans, hein, et qui sont des gens extraordinaires, que j'ai pu connaître grâce à cette maison, puisqu'on les accueillait régulièrement ici pour les commémorations du 14 juillet. Aujourd'hui, bien sûr, ils ne viennent plus, ils sont beaucoup trop âgés pour affronter un tel voyage. Je voudrais donc dédier cette soirée à ces anciens qui sont toujours vivants, parce qu'on ne peut pas parler de cette période si on ne parle pas d'eux. C'est eux d'abord qui ont fait cette période. Je voudrais aussi dédier cette soirée à ceux qui sont partis récemment. Je pense, ne figure plus sur cette liste, Remo Tiburcio, qui est venu également ici il y a encore 2 ou 3 ans. Il aimait cette maison, et nous l'aimions beaucoup. Je pense également à Jean Tranap, frère de Yeyette, compagnon de la Libération, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. C'était des grands Calédoniens, tout ça, hein. C'était une époque. Je pense également, disparu il y a à peu près 15 jours, René Goyetch. Donc tous ces grands Calédoniens, je souhaite effectivement que chacun ici puisse y penser aujourd'hui, de manière à leur rendre hommage et leur dire merci quelque part. Voilà. Je suis très, très heureux et très honoré d'accueillir nos 2 conférenciers, 2 néo-calédoniens qui sont arrivés il y a quelques jours, qui ont pris l'avion exprès pour cette soirée, pour venir vous rendre compte de ces grands conflits mondiaux auxquels les Calédoniens ont participé. Et je vais vous les présenter maintenant. D'abord, Sylvette Bobin-Boyer, qui est historienne, bien sûr, docteur en histoire. Elle a toute sa carrière l'a mise au service de l'éducation des jeunes au sein de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie. Elle a beaucoup travaillé, et là j'ai partagé ses préoccupations à une époque de ma vie également. C'est toute l'adaptation des programmes scolaires pour qu'ils soient plus en adéquation avec les réalités historiques, géographiques de la Nouvelle-Calédonie. Et elle a beaucoup travaillé effectivement sur l'adaptation de ces programmes. C'est toute une époque, elle a été une pionnière et elle a été co-auteure de nombreux manuels scolaires adaptés aux élèves, mais également aux maîtres, aux professeurs de Nouvelle-Calédonie. Elle a également participé à la rédaction de nombreux articles de revues historiques. Merci Sylvette d'avoir fait ce grand voyage pour venir nous parler de la Première Guerre mondiale et notamment de la participation des Néo-Calédoniens à travers ces troupes coloniales de l'Océanie. Je remercie également très chaleureusement Ismet Kurtovic. Normalement, en Calédonie, on ne le présente pas, Ismet Kurtovic. C'est une figure. Historien également, docteur en histoire aussi. Il est actuellement collaborateur au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, plus particulièrement affecté au cabinet de Mme Dewey-Gorodé, qui est membre du gouvernement en charge de la culture. Monsieur Kurtovic a beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre du Pacifique, mais également aussi beaucoup de recherches sur toute l'émancipation des Néo-Calédoniens, des Kanaks, à travers leur adhésion à l'Union calédonienne, ce grand parti
deux couleurs, un seul peuple, très avant-gardiste à l'époque, et qui a permis une véritable émancipation avant l'heure, avec l'accession de la Nouvelle-Calédonie au statut de territoire d'outre-mer juste après la Seconde Guerre mondiale. Ismet est très actif également dans le milieu littéraire calédonien. Il écrit des pièces de théâtre. C'est quelqu'un qui est très investi dans le monde littéraire et culturel calédonien. Je voulais vraiment les remercier très chaleureusement parce que faire un long voyage comme ça pour cette soirée, c'est vraiment un bel effort de votre part et un don que vous nous faites. Et votre présence ici ce soir nous honore. Je voulais enfin terminer par cette exposition qui est autour de vous, qui nous permet de nous immerger en fait dans cette Nouvelle-Calédonie un peu fossilisée, parce qu'on a l'impression que les gens sont complètement arrêtés, que le temps s'est arrêté avec la présence américaine en Nouvelle-Calédonie. Cette présence qui a catapulté la Nouvelle-Calédonie dans la modernité, puisque les Calédoniens de toutes origines écarquillaient les yeux devant le génie militaire et civil américain à travers les Jeep Willys qu'ils n'avaient jamais vus grimper les collines, à travers les camions amphibies, les pistes d'aviation. 1 million d'Américains se sont succédés en quelques années là, durant cette période de guerre. Et en général, ils étaient à peu près 100 000 présents sur l'île, ce qui en a fait la base la plus importante de l'époque dans le Pacifique. Donc, Arthur Lavigne, qui était GI, jeune photographe, est resté 2 ans, entre 1944 et 1946, en Nouvelle-Calédonie, et il s'est intéressé à la population, pas forcément la population liée à la guerre d'ailleurs, mais la population tout court, la vie de Nouméa, la vie de Saint-Louis, la vie de la Brousse, les foyers. Il rentrait dans les foyers, il a photographié des mariages, il a photographié des gens amoureux, on en voit quelques-uns là-bas, des scènes de vie qui nous permettent de mieux connaître cette Nouvelle-Calédonie de l'époque de la présence américaine. Et puis alors, je vais vous raconter une belle histoire. Ce soir, j'ai sans doute la doyenne de cette assemblée, qui est Madame Gubé, qui est ici présente, vieille calédonienne, bien sûr, de souche, et qui admirait les photos. Et figurez-vous qu'elle est tombée sur une photo où elle s'est reconnue. C'est extraordinaire. Elle a dit, je ne suis pas sûr que ce soit moi, mais je reconnais ma robe. C'est magnifique. Alors c'est sûr que Madame Gubé, sur la photo, c'est votre nom de jeune fille, Mademoiselle Jamin. Donc je suis très heureux que vous mettiez une épaisseur humaine à cette exposition. Ça veut dire que cette exposition, elle est véritablement connectée à la Calédonie, dont vous faites partie, et c'est vous en même temps qui faites cette histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, chers amis, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, mais je voulais vous faire contextualiser un petit peu ces deux conférences. Sachez que Arthur Lavigne est toujours en vie, il vit aux États-Unis, et il a été informé de cette exposition, bien sûr, et il est extrêmement heureux qu'elle se déroule ici. Voilà. Et une dernière pensée pour nos vieux, et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Bien. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous dire comment je vais procéder. Derrière moi vont passer un certain nombre d'images en boucle. Ces images viennent des fonds des archives de Nouvelle-Calédonie, des archives de l'archevêché, des archives du musée de la ville, et il y a également des archives qui viennent de particuliers. Elles sont un petit peu dans le désordre, mais je pense qu'elles vont passer en boucle, donc vous allez les voir à peu près 2 fois, et ça va vous donner, je pense, une imprégnation par l'image de l'époque. Alors ensuite, moi, mon travail d'historienne, c'est avant tout un travail comme Joël l'a rappelé, un travail de didacticienne, de pédagogue. Donc, je vais vous présenter quelque chose très, très structuré. Et je décris surtout, j'explique, j'analyse un petit peu, mais mon but est surtout de situer la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens pendant cette Première Guerre mondiale. Donc il y a 100 ans,
les États européens, dont la France et la Grande-Bretagne, font appel aux citoyens et aux indigènes de leurs colonies qui se trouvent aux confins de leurs empires coloniaux. Et l'Océanie en fait partie. Alors ce fait simple rappelle à la fois la dimension mondiale de la guerre de 1914-1918 et la nécessaire participation de tous à la défense de la nation en danger. Longtemps oubliés, les soldats venus de Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles Hébrides, Vanuatu aujourd'hui, et des EFO, Établissement français de l'Océanie, donc la Polynésie française, peuvent aujourd'hui prendre toute leur place dans la mémoire et dans l'histoire de la Grande Guerre. Alors cet exposé trop rapide, j'espère, vous permettra de comprendre pourquoi et comment ils ont participé à la sauvegarde de cette si lointaine métropole et contribué à la victoire finale des Alliés. Entre les guerres coloniales et les guerres mondiales, les Calédoniens et les Kanaks ont été confrontés souvent au départ de combattants, à la souffrance, à la mort. L'engagement patriotique, parfois plus ou moins volontaire, de la France australe n'a jamais fait défaut à la mère patrie. Il y a 100 ans, citoyens et sujets de Nouvelle-Calédonie se remarquent par la modicité de leur nombre et par leur engagement original. Pour les Kanaks, faut-il y voir, comme pour les Noirs américains en 1917, un lien nationalité-recrutement militaire? Je n'irai pas jusque-là, mais à vous de juger. Toutefois, l'engagement, c'est aussi l'engagement de toute la colonie. En 1914, la Nouvelle-Calédonie est entourée de pays alliés, la Grande-Bretagne, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Japon. Colonie française, elle est dans le camp de l'entente, aux côtés de la Russie, de la Grande-Bretagne et du Japon. Les traités passés avant-guerre garantissent pour les colonies françaises océaniennes contre une attaque possible de la part des Allemands, dont les colonies sont toutes proches et qui possèdent surtout les 3 archipels clés des routes maritimes transpacifiques, avec la Micronésie allemande, le Samoa occidental, enfin la partie allemande, et l'archipel Bismarck. Donc la mondialisation est aussi précoce qu'en métropole, puisque Nouméa est le centre opérationnel des marines alliées en août et septembre 1914 pour la conquête des colonies allemandes. La France, avec le navire amiral Montcalm, joue un rôle non négligeable d'assistance à l'escadre britannique. Mais avant même la fin de la conquête des derniers archipels allemands par le Japon, début 1915, la certitude est acquise qu'aucun navire ennemi ne menace plus la sécurité de la Calédonie. Le maintien des mesures de défense prises par le gouverneur, comme le réaménagement des forts, l'extinction des feux du port, la mise en place de guetteurs sur les côtes, n'a plus vraiment de sens, même si en 1917, un guetteur peut avoir une silhouette de navire ennemi. La raison, c'est tout simplement que des navires allemands ont été capturés par des navires britanniques ou japonais et remilitarisés dans la nationalité du pays qui les a pris. Et c'est effectivement une série de navires qui va des côtes du Samoa jusqu'en Nouvelle-Zélande, qui passe le long du Vanuatu et le long de la Nouvelle-Calédonie, et que les guetteurs reconnaissent comme étant des silhouettes de navires allemands. Le chef de la colonie en poste durant toute la guerre, c'est le gouverneur Repiquet. Il s'entoure bien sûr de conseillers, comme autrefois, des militaires, des colons réunis au sein du Conseil de défense, mais surtout il conserve les pleins pouvoirs pour assurer la conservation de sa colonie, comme l'y autorisent les instructions en cas de guerre qu'il a reçues déjà depuis 1912. La Grande Guerre modifie peu la vie institutionnelle de la colonie, puisque le Conseil général conserve ses fonctions en ce qui concerne le budget, c'est sa principale utilité. Le budget, bien sûr, est réduit pendant la colonie, puisqu'il était alimenté essentiellement par la subvention de l'État qui a été supprimée dès 1914 et par l'octroi de mer. Et comme il n'y a plus de navires qui viennent toucher les ports calédoniens, il n'y a plus d'argent. Les commissions municipales fonctionnent normalement en tenant en plus, bien sûr, le registre de mobilisation des hommes mobilisés. Toutes les élections ont été reportées à la fin de la guerre et la gestion des commissions municipales, celle de Bourail en particulier,
qui pose problème puisqu'il n'y a plus de président, est assurée par les services du gouverneur. Les mesures de défense de la colonie imposent l'arrestation et l'expulsion des ressortissants des puissances ennemies, comme celle par exemple des techniciens allemands du transborder de Thio. C'est un problème puisqu'il n'y a plus personne pour faire fonctionner ce transborder. Et puis les Allemands possèdent surtout avant-guerre de nombreux navires de commerce et leur disparition gêne considérablement l'approvisionnement de la Nouvelle-Calédonie, en particulier pour les exportations de minerais vers le Japon, les États-Unis et l'Europe lorsqu'elles vont reprendre après un moment d'arrêt. La Nouvelle-Calédonie est trop éloignée de la France pour participer à l'effort de guerre comme les autres colonies qui envoient leurs matières premières et leurs produits agricoles. Mais de son côté, la Nouvelle-Calédonie se rapproche de l'Australie pour ses propres besoins. La Nouvelle-Calédonie participe néanmoins à l'effort de guerre à travers les emprunts nationaux. Les Calédoniens sont généreux également pour les collectes de fonds ou de produits, que ce soit pour ses propres soldats, par le colis du Niaouli par exemple, ou le colis Bouraillet, comme pour d'autres œuvres nationales. Au pays, les familles de combattants, quelle que soit leur origine, malgré les aides pas si nombreuses finalement, vivent dans la souffrance morale et souvent dans la misère. Au début de la guerre, la population totale est d'environ 50 000 habitants, un peu plus de la moitié est indigène. Il y a environ 5 500 citoyens français qui sont en âge de porter les armes, et au 5 août 1914, lorsque l'ordre de mobilisation est affiché à Nouméa et dans les mairies de l'intérieur, les hommes donc vont aller s'inscrire. La levée des troupes est à l'origine du mythe d'un volontariat qui aurait embrasé toutes les populations. La réalité est plus pragmatique. Les citoyens français, donc 1047 ou 1058 Calédoniens en âge de partir, donc qui vont partir, sont mobilisés tout comme leurs compatriotes métropolitains et contraints d'obéir à l'appel de la patrie en danger. La population européenne citoyenne est partagée entre les Français, nés en métropole, et venus s'installer il y a plus ou moins longtemps, et les créoles, selon la dénomination du ministère de la guerre, parce que le mot créole n'est pas reconnu en Nouvelle-Calédonie. Et les créoles se nomment eux-mêmes les Niaouli. On dénombre également environ 2000 étrangers, des Italiens, des Belges, des Allemands, des Britanniques, des Japonais. 17 binationaux, par exemple, s'engagent volontairement dans les ANZAC, l'Australian and New Zealand Army Corps. Alors, je parlais tout à l'heure de ce mythe du volontariat. Eh bien, c'est simplement que lorsque les Calédoniens ont été mobilisés à partir d'août 1914, le premier navire qui va les emporter n'arrive qu'en avril 1915. Et à un moment donné, par contre, les militaires et les gendarmes, en septembre 1914, sont partis par la voie anglaise, par l'Australie, et donc la Nouvelle-Calédonie n'est plus gardée comme elle devrait l'être. Donc le gouverneur fait appel à des mobilisés en leur demandant qui veut faire partie de la milice. Donc pour les cyclistes, vous voyez un cycliste là dans les images qui passent, ou bien ces fameux guetteurs. Alors sur leur livret militaire, il est inscrit à cette période-là, effectivement, qu'ils sont volontaires. Mais de véritables volontaires, c'est-à-dire d'hommes qui devancent l'appel et qui partent par leurs propres moyens, il y en a 51. Donc la population européenne est partagée entre les Français, nés en métropole, et les créoles, selon cette dénomination de la guerre. Parmi les étrangers dont je vous parlais tout à l'heure, 109 étrangers s'inscrivent dans la Légion étrangère, qui a ouvert un bureau à Nouméa. Parmi eux, il y a 100 Japonais qui désertent presque tous à l'arrivée à Marseille parce que comme ils n'avaient plus de moyens de transport pour regagner leur pays, eh bien, ils ont choisi de passer par la métropole et de déserter en arrivant là-bas. Tous les inscrits maritimes obtiennent un sursis d'appel qui sera maintenu durant tout le conflit, évidemment, pour ne pas désorganiser les relations maritimes et surtout l'approvisionnement de la colonie avec les archipels voisins. Également, certains fonctionnaires et des techniciens et employés des sociétés minières qui sont nécessaires à la défense sont mobilisés sur place.
Cette situation fait naître un sentiment d'injustice parmi ceux qui sont contraints de partir, et les hommes qui restent au pays sont parfois traités d'embusqués. Le gouverneur Repiquet, responsable des opérations de mobilisation dont il confie l'organisation au commandant supérieur des troupes, entre août 1914 et avril 1915, les classes mobilisées vont de 1889 à 1917, c'est-à-dire et les hommes ont entre 18 et 45 ans. Mais ça, c'est la règle dans toutes les colonies. Faute de navires, le premier contingent donc, ne part que le 23 avril 1915. Il y a là 541 caporaux et soldats, encadrés par 4 officiers, dont un médecin militaire, et 5 sergents. Alors, ces chiffres-là ne comportent pas que des Calédoniens. Il y a aussi les Néo-Hébridais et il y a aussi les Tahitiens qui, à ce moment-là, passent par Nouméa, puisque Nouméa a été décrété centre de mobilisation de tous les Français du Pacifique. À l'arrivée, les Calédoniens connaissent un sort différent et des conséquences importantes. Les Français sont dirigés sur Lyon ou sur le centre de mobilisation de leur lieu de naissance. Ils sont tellement dispersés qu'il est difficile de les suivre pendant leur parcours à la guerre. Les créoles, par contre, sont envoyés au camp de la Valbonne, dans l'Ain, dont vous voyez passer pas mal de photos là, où ils vivent dans des conditions difficiles. Ils sont mal traités par leurs officiers, parce que les officiers de l'infanterie coloniale n'aiment pas du tout les créoles des colonies, d'où qu'ils viennent. L'entraînement est beaucoup plus rude qu'à Nouméa, les vaccins les font souffrir et la nourriture leur convient mal. Ensuite, un grand nombre d'entre eux rejoint la première division d'infanterie coloniale au sein des 1er, 5e, 6e, 22e régiments d'infanterie coloniale. Je ne vous cite que les principaux, parce qu'en réalité, il y a presque une quarantaine de régiments d'infanterie coloniale dans lesquels les créoles sont affectés. Alors, je disais que c'était important tout à l'heure, parce que les régiments d'infanterie coloniale sont toujours en avant, en première ligne, sur les fronts, devant les régiments d'infanterie. Bien évidemment, les pertes à ce moment-là sont énormes. Les créoles sont envoyés sur un peu tous les fronts également, les fronts du Nord, de Belgique, de Verdun, de la Somme. La Somme, par exemple, ou à Bar-le, Lassigny et sa région. 51 créoles sont tués au combat entre le 4 et le 5 septembre 1916. Également 250 créoles océaniens, je dis bien océaniens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des néo-calédoniens, des néo-hébridais et des tahitiens, qui choisissent l'armée d'Orient pour les actions conjointes avec les Anzacs dans les Dardanelles, à Salonique, puis dans les Balkans. Alors même si Clémenceau parle avec beaucoup de mépris d'ailleurs, des jardiniers de Salonique qu'il croit à l'abri, eh bien, les lettres des Niaouli montrent qu'ils souffrent autant que les autres poilus sur les autres fronts. Ils meurent aussi au champ d'honneur lors des offensives. Alors pour les Calédoniens, les noms de Douaran, Monastir, les boucles de la Tcherna, ou alors au camp de Zetelnik, où ils meurent là des fièvres, du typhus, du paludisme, etc. À l'époque aussi, quelques Calédoniens parlent anglais et font fonction d'interprètes avec les armées anglaises, australiennes, britanniques, américaines plus tard. Bien sûr, les créoles calédoniens, comme tous les créoles, sont envoyés en Tunisie, enfin en Afrique du Nord. Pour eux, c'est la Tunisie, pour les périodes d'hivernage, d'octobre à mars, pendant les 2 derniers hivers de la guerre. Les premiers pères missionnaires rentrent au pays en juillet 1917, alors que le chef Noël de Tiamou, près de Koné, a déclaré la guerre aux Français depuis plus de 3 mois. Durant la guerre mondiale, tous les empires coloniaux ont eu affaire avec des mouvements de mécontentement des indigènes. Le mot est faible. Ces mouvements ont bien un lien avec la guerre, mais il s'agit, comme le conclura 2 ans plus tard un inspecteur du ministère des colonies, il s'agit bien du réveil du nationalisme kanak. Dans la région de Koné, les grands propriétaires terriens ont fait déguerpir les tribus vers les zones montagneuses peu fertiles, difficiles d'accès. Pendant la guerre, il y a encore plus de bétail puisque les conserveries de viande
ont recommencé à fonctionner et on a donc besoin d'animaux. Et le bétail détruit les plantations des tribus Kanaks. Le lien avec la guerre en est aussi le recrutement exagéré dans les tribus. En avril, le petit chef Poindette a été arrêté après une altercation avec les recruteurs et il s'est enfui la nuit suivante. Il rejoint le petit chef Noël, principal acteur de l'insoumission à l'autorité française. Dès lors, ce que le gouverneur nomme « opération de maintien de l'ordre », ce sont les troupes françaises qui vont répondre aux actions de guérilla des rebelles, entre guillemets, qui se propagent vers le nord et l'est de la Grande Terre en s'amplifiant. Pour cela, bien sûr, le gouverneur emploie le peu de troupes militaires qui restent, les mobilisés et les auxiliaires kanaks. En juin 1917, donc, 4 colons sont assassinés dans la vallée de Weava près d'Yengen. Le gouverneur décide par arrêté que le nord de la Grande Terre est un front de guerre. C'est totalement illégal, mais ça va lui permettre de mobiliser sur place les permissionnaires qui viennent de rentrer et qui vont d'ailleurs rester jusqu'à la fin de la guerre au pays. Alors bien sûr, les permissionnaires qui arrivent utilisent les armes, les techniques qu'ils ont apprises dans les tranchées, et les forces en présence sont donc bien inégales, et les insurgés vont se rendre progressivement. Il faut dire aussi que l'hiver de 1917, donc juillet-août, a été un hiver particulièrement rigoureux et pluvieux, et que la guerre kanak n'est pas qu'une guerre d'hommes, mais les hommes, les femmes, les vieillards ont été contraints de vivre cachés dans les montagnes, après parfois la destruction de leur culture ou l'incendie de leur case par les militaires. Donc ils se réfugient auprès des missionnaires qui les engagent à se rendre. Le sorcier Paetou, qui se rend en décembre, quelques jours plus tard, en janvier, le chef Noël est assassiné, ce qui marque la fin du soulèvement. Pendant toute cette période, environ 80 hommes sont morts, dont 2 tiers de Kanaks. Les permissionnaires ne repartiront pas. Et pour reprendre ce que le père Roch Apikawa écrit dans son livre d'entretien à propos d'Ouvéa, eh bien, je peux le plagier en disant que ce sont bien des soldats français qui ont tué d'autres Français, même si ces Français n'étaient à l'époque que des sujets. Alors, je vais parler maintenant de l'engagement des indigènes. Les Kanaks ne sont pas des citoyens, ils sont des sujets de la République, ils ne sont pas mobilisables. Il y en a seulement environ 8000, dit-on, qui sont en âge de porter les armes. Et dès le mois d'octobre 1915, les députés français envisagent d'accentuer le recrutement des indigènes dans toutes les colonies, et pour la première fois, y compris celles d'Océanie, qui sont les plus lointaines et où les hommes ne sont pas censés être en état de combattre. Un recrutement méthodique d'engagés volontaires, c'est-à-dire un homme doit partir pour 10 hommes payant la capitation. La capitation, c'est cet impôt par tête que paient seulement les Kanaks. Donc ce recrutement commence en janvier 1916. Les décrets ou arrêtés de l'État ne comportent pas d'autres promesses que celles du pécule, de l'uniforme, du logement, des vivres, ainsi que le rapatriement 6 mois après la fin des combats. Mais les recruteurs sur place multiplient les fausses promesses, comme la restitution des terres, des emplois réservés après la guerre, la citoyenneté, ou même, il y a quelques semaines, le chef Nicolas Wamitan de Saint-Louis me disait qu'on avait promis des dons de femmes blanches. Le grand chef est le responsable du recrutement. Il reçoit une prime de 50 francs par engagé volontaire et des aides matérielles. Les missionnaires, les colons, ont parfois une influence, soit positive, soit négative, sur l'engagement des Kanaks. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout ça, bien sûr, mais les raisons de partir sont multiples pour ces hommes, plus ou moins jeunes, et nobles. Après une campagne de recrutement parfois excessive, 1137 tirailleurs Kanaks et autres, parce qu'il y a aussi quelques indigènes d'autres endroits, contractent un engagement volontaire. Moins d'1 millier embarquent pour la France.
Le bataillon des tirailleurs du Pacifique a pour emblème la roussette. Vous voyez passer son fanion, là, qui est bien abîmé maintenant. Il est formé à Nouméa le 4 juin, la veille du premier départ par le Gange, qui emmène 727 hommes. Dans ces 727 hommes, je n'ai pas réussi à découvrir le nombre de Kanaks par rapport aux autres. Puis le 3 décembre de la même année, il y a 60 Kanaks dans le contingent, et l'aile Kantara du 10 novembre emporte, du 10 novembre 1917, emporte 357 Kanaks. Ce bataillon du Pacifique est d'abord un bataillon d'étape, chargé des travaux logistiques sur la Côte d'Azur. En avril 1917, il devient bataillon de marche, c'est-à-dire combattant, intégré à la 72e division d'infanterie, et il travaille à l'arrière du chemin des Dames jusqu'en octobre pour l'entretien des tranchées et les réparations des lignes télégraphiques et téléphoniques. Après l'hivernage en juin 1918, il repart sur le front de Champagne entre Compiègne et Soissons. Il participe au combat du plateau de Paly, près de Soissons, puis aux actions en direction de l'Ailette. L'Ailette, c'est ce fleuve qui longe le chemin des Dames. En octobre, le bataillon est réuni tout entier au sein du 164e régiment d'infanterie. C'est la première fois. Et là, je vais détailler un petit peu ce bataillon, bataillon mixte du Pacifique. Il y a donc depuis avril 1917 des créoles calédoniens, une compagnie de Kanaks, et 2 compagnies de Tahitiens et une compagnie d'artillerie. Alors c'est pour la première fois des créoles et des Kanaks sont réunis au sein même d'une unité combattante, et cela va forger en eux un sentiment d'unité, bien sûr qu'on ne verra pas apparaître énormément tout de suite dans l'après-guerre, mais qui compte et qui compte aujourd'hui. En octobre de 1918, le bataillon est réuni donc pour la première fois tout entier au sein du 164e régiment d'infanterie. Les 24 et 25 octobre, à la prise de la section de la ligne Yonding, il emporte le village de Velle-et-Caumont, la ferme du Petit Caumont et la côte 79. Donc c'est ce bataillon mixte du Pacifique qui a assuré toutes ces opérations-là seul. Et puis c'est la fin de la guerre. Le bataillon mixte du Pacifique est cité à l'ordre de la division. Il est dissous la veille du premier retour, c'est-à-dire le 9 mai 1919. 193 Calédoniens sont morts pour la France, environ 20% de ceux qui sont partis. 383 tirailleurs Kanaks, c'est-à-dire plus de 35% des embarqués sont morts pour la France également. Alors moi je tiens à dire qu'ils sont ceux des indigènes des colonies françaises à avoir donné le plus leur sang pour la France. C'est une expression qui fait débat un petit peu en ce moment, parce qu'on dit que c'est un peu grandiloquent, mais pour les Kanaks, la guerre, c'est le sang, tout d'abord. Je n'ai pas le temps non plus de développer tout ça. Dans l'immédiate après-guerre, le comité puis l'association des anciens combattants se mettent en place. Les commémorations ont lieu autour des monuments aux morts qui sont érigés dans les villages ou dans les missions. Au moment des commémorations, il y a à la fois donc, des Calédoniens, créoles ou français, et puis des Kanaks. Les Kanaks adhèrent à ce moment-là à la nouvelle politique indigène qui a été initiée donc, à la suite de cette mission dont je vous parlais tout à l'heure, avec autour de l'hygiène, l'enseignement, la participation à l'économie de marché principalement. Alors, ils refusent ou bien ils ne demandent pas la citoyenneté. Le père Cohu m'avait dit une fois, ils sont de grands enfants à cette époque-là, et il faut qu'un peuple ait grandi pour accéder à la citoyenneté. Je cite toujours le père Cohu, les Kanaks sont sous la tutelle ecclésiale qui ne souhaite pas leur liberté d'esprit, alors que l'interdiction de liberté de circuler existe toujours dans le régime de l'indigénat. Ils sont donc soumis au régime de l'indigénat jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors,
Je n'ai pas précisé, mais du côté des créoles, qui ont accepté au début de la guerre de partir relativement volontiers, il y a eu progressivement un retour vers les valeurs du pays. Et petit à petit, eh bien, ceux qui avaient l'intention de rester en France après la guerre, parce que certains étaient partis aussi pour cette raison-là, eh bien, tous ne pensent qu'à revenir en Nouvelle-Calédonie dans ce qu'ils appellent leur petite patrie. En conclusion, la Grande Guerre a permis à long terme aux Créoles et aux Kanaks d'améliorer leur trajectoire sociale, leur implication politique et aussi leur esprit d'entreprise, même si, bien entendu, je répète encore une fois, ce n'est pas tout de suite dans l'entre-deux-guerres que cela se passe. En règle générale, aujourd'hui, les descendants des anciens combattants disent que leur grand-père, je dis grand-père au sens général du terme, leur a transmis les idéaux, les valeurs de droiture, de dignité, d'engagement et d'honneur. J'ai interviewé il n'y a pas très longtemps le chef Nicolas Ouamitan de Saint-Louis, qui m'a donné exactement ces dons-là. Stanislas Ouimama, à l'île des Pins, a aussi repris ces termes-là. Et c'était la même chose que reprenait Félix Vautrin, un descendant des 5 frères Vautrin qui sont partis à la guerre. Et puis j'ai entendu mon ami Ismet Kurtovic, qui descend lui aussi de la famille Hagen, dont 5 fils sont partis également à la guerre, qui rappelait aussi ces idéaux. Donc les combattants qui sont revenus auréolés de citations et de médailles méritent toute leur place dans l'histoire, la mémoire, j'insiste bien, nationale, comme ils sont honorés dans les manuels de Nouvelle-Calédonie. Je dis ça parce que, un tout petit peu de polémique, là, on a regardé à la télévision à Nouméa il n'y a pas très longtemps le débarquement de Provence. Et donc, on a cité beaucoup d'hommes qui étaient donc en Libye, à Birakem, en Italie et en Provence. Et on n'a jamais parlé, jamais cité une seule fois le nom des Calédoniens, mais c'est Ismet qui va vous en parler. Je vous remercie.